La 16e plus grosse banque des États-Unis avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs et 340 milliards de dollars de fonds de clients sur son balance sheet vient de s'effondrer la semaine dernière. Pour donner une idée, c'est la 2e plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis et de l'effondrement le plus important depuis la dernière crise financière de 2008. Alors cette banque, c'est la Silicon Valley Bank, autrement appelée SVB. Et dans cette vidéo, on va premièrement voir c'est quoi la SVB, quelle a été la cause de sa faillite, les impacts que cela engendre aujourd'hui. Puis en fin de vidéo, je vais essayer un petit peu d'ouvrir ton esprit sur les opportunités qui peuvent arriver avec un événement pareil. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je la tourne en ce moment le lundi 13 mars. Donc d'ici le jour où cette vidéo sera postée, il y aura peut-être des mises à jour, peut-être des updates et peut-être une évolution à cette situation bancaire. Et je te mettrai tous les updates, toutes les mises à jour sur mon Telegram gratuit que tu peux retrouver juste en bas dans la description. Alors premièrement, qu'est-ce que la Silicon Valley Bank? Donc elle est bien plus connue sous le nom de SVB. Donc comme je te disais, c'est la 16e plus grosse banque des États-Unis qui avait plus de 200 milliards de dollars d'actifs et 340 milliards de dollars de fonds de clients à la fin de l'année 2022 parce que c'est là où ils publient leurs balance sheets, etc. Maintenant, la chose à savoir avec la SVB, c'est que c'était pas n'importe quelle banque. C'était une banque qui se focalisait sur aider les startups à croissance rapide, typiquement les sociétés technologiques, à gérer leurs finances. Donc en quelque sorte, c'était la banque des startups technologiques si on simplifie et on vulgarise tout ça. En fait, la SVB, c'était la banque de prédilection de près de la moitié des startups américaine qui était backée par du financement VC. Donc VC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Venture Capital. Donc en français, je crois que c'est capital risque. Et donc en gros, les VCs, c'est une forme d'investissement, un type de financement que les investisseurs fournissent à des sociétés en voie d'évolution, à des sociétés en démarrage en quelque sorte, à des startups avec du potentiel. On dit généralement que les Venture Capital Firms ont un gros risque parce qu'évidemment, investir dans des startups qui ont de bonnes perspectives d'évolution mais qui n'ont pas pu encore faire leurs preuves est évidemment un investissement qui est très risqué, mais le retour potentiel est énorme. Donc justement, les clients de la SVB, c'était des startups qui ne sont pas d'ailleurs toutes très petites. On a des gros noms, mais des sociétés qui sont plutôt récentes dans l'économie et qui ont des voies de perspective d'évolution très importantes. Mais alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-il arrivé à la Silicon Valley Bank? Pourquoi est-ce qu'elle a fait faillite? Alors toute cette histoire commence avec évidemment la hausse des taux d'intérêt de la Federal Reserve, donc de la Banque centrale des États-Unis. Évidemment, comme tu le sais, on a une inflation très haute. Donc afin de combattre cette inflation, la Federal Reserve a décidé de rehausser ses taux d'intérêt de manière très violente. Et pourquoi est-ce qu'elle se permet de continuer à rehausser ses taux d'intérêt de manière aussi violente? C'est parce que pour le moment, on n'est pas en train de voir de signes négatifs sur l'économie. Donc il n'y a aucun red flag ou signaux d'alerte pour qu'il se calme sur cette hausse de taux d'intérêt. Mais il faut bien que tu comprennes, de rehausser les taux d'intérêt d'une économie a un vrai impact sur l'économie. Et là, on le voit parfaitement avec le cas de la Silicon Valley Bank. Pour te donner une idée, les taux d'intérêt aux États-Unis sont les plus hauts qu'ils n'ont été depuis 2008, donc avant la crise financière de 2008. Donc à l'heure d'aujourd'hui, où les taux d'intérêt ont vraiment augmenté, ça rend la vie des sociétés, des clients de la Silicon Valley Bank bien plus difficile et bien plus compliquée. Parce que comme je t'expliquais, la plupart des clients de la Silicon Valley Bank sont des entreprises à croissance extrêmement rapide qui sont pour la plupart pas rentables et qui sont donc dépendants d'injections de cash réguliers pour pouvoir continuer à vivre. Donc maintenant, tu dois te demander comment est-ce qu'une société ne peut juste même pas être rentable? Et tout simplement parce que justement, ces startups essayent de grossir si vite et donc de devancer la compétition en réinvestissant toujours tout l'argent. Donc on a énormément de grosses sociétés connues, généralement des startups en technologie, qui ne sont pas rentables et qui perdent de l'argent tous les mois. Mais évidemment, leur but, c'est que dans un futur, ils vont devenir rentables et ils auront le monopole sur leur marché. Et donc, comme tu peux imaginer, ce genre de société a besoin d'énormément de liquidités pour pouvoir fonctionner. Et comme je te disais juste avant, cette hausse de taux d'intérêt extrêmement violente a engendré une baisse d'injection de capital des VC firms, donc des venture capitalists, qui finançaient justement ces sociétés-là et a aussi rendu les emprunts bancaires bien plus chers parce que les taux d'intérêt maintenant sont bien plus hauts. Donc maintenant, ces sociétés, ces startups, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir continuer de survivre?
tout simplement taper dans leurs réserves de cash et littéralement retirer de l'argent de leur banque, qui dans ce cas, leur banque, c'est la SVB, et donc retirer ce cash pour pouvoir continuer à fonctionner. Maintenant, du côté de la SVB, évidemment, ils ont vu les dépôts des clients diminuer très rapidement, les fonds des clients diminuer plus vite que prévu, et donc évidemment, la SVB a eu du mal à suivre le rythme de cette demande effrénée de retrait de cash de leur banque. Donc évidemment, face à cette situation qu'on peut qualifier de peu confortable pour la SVB, elle a décidé de vendre une partie de ses investissements, vendre une partie de son portfolio pour pouvoir justement balancer et assurer justement l'argent des clients. Le problème, c'est qu'elle a donc vendu une partie de son portefeuille d'investissement pour une perte de 1,8 milliard de dollars. Évidemment, ils étaient un petit peu contraints à vendre à perte parce que le portfolio qu'ils avaient était en majorité constitué d'obligations gouvernementales des États-Unis qui évidemment ont perdu une grande valeur depuis la hausse de taux d'intérêt. Parce que bon, je vais vraiment te simplifier ça, mais si tu achètes une obligation, donc de la dette gouvernementale, qui te paye un yield, donc un rendement à 1%, parce que tu l'as acheté peut-être il y a 2 ans quand les taux d'intérêt étaient très bas, et donc à la maturité, à la fin de ton contrat, si tu veux, d'achat de dette, on te paye les 1%, mais évidemment, si entre-temps les taux d'intérêt, eux, ont augmenté, et maintenant tu peux acheter des obligations qui vont te payer 4%, évidemment, toi, le prix de l'obligation que tu détiens, il se casse la gueule. Évidemment, personne en veut de ton obligation qui va payer un rendement de 1%, donc tu peux acheter des obligations qui vont payer 4%. Donc ça explique un petit peu pourquoi leur portfolio était en perte, était en négatif, mais il est aussi important de noter que ces obligations auraient été rentables s'ils avaient pu les tenir jusqu'à maturité. Auquel cas, ils auraient été payés tout simplement le rendement qu'ils avaient dessus. Ils n'auraient pas été obligés de revendre les obligations au prix du marché qui, comme je te l'expliquais, c'était juste un prix de... Et c'est évidemment là que le département du risque de la Silicon Valley Bank, je trouve, n'a pas vraiment bien fait son travail parce qu'ils n'avaient pas un portfolio assez diversifié et plus de la moitié de leurs actifs étaient mis dans ces obligations. Ce qui évidemment leur laisse moins de liquidité et d'options que d'autres banques, elles, pourraient et devraient avoir. Alors déjà, à partir de ce moment-là, si tu connais plus ou moins le monde financier, tu sais qu'il y a déjà un problème. Cependant, le mercredi 8 mars, la banque SVB a annoncé qu'elle allait lever 2,25 milliards de dollars pour essayer de renforcer son bilan, renforcer son balance sheet. Bon, là tu sens que ça commence à pas sentir très bon. Et évidemment, cette annonce a un petit peu sonné le signal d'alarme sur l'instabilité financière de cette banque et a conduit beaucoup de VC firms, donc justement les venture capital qui finançaient justement les sociétés qui étaient clientes à cette banque, ça les a poussés à dire aux entreprises de retirer leurs réserves de cash qu'ils tenaient chez la SVB, tout simplement parce que la situation de la SVB, ça commençait à puer. Sauf que si le problème venait déjà du fait que tout le monde retirait de l'argent, si maintenant tout le monde retire son argent, tu peux imaginer juste que ça empire la situation. Donc tout cela a causé ce qu'on appelle un bank run sur la SVB, donc le fait que tout le monde veuille retirer leur argent, et ça a aussi eu un impact sur le cours des actions de la banque qui évidemment a dégringolé. Bref, 2 jours plus tard, on est le vendredi 10 mars, et tout simplement les autorités de régulation ont décidé de fermer la Silicon Valley Bank. Il s'agit donc de la 2e plus grande faillite bancaire de toute l'histoire des États-Unis. Donc maintenant que tout cela est arrivé, que se passe-t-il? Alors pour l'instant, le contrôle de la SVB a été transféré à la FDIC, donc Federal Deposit Insurance Company, qui est une agence indépendante qui a pour but d'assurer les dépôts des banques américaines et qui a pour but de maintenir la stabilité du système financier américain. Donc j'espère que tu comprends que ça signifie que la Silicon Valley Bank n'a même plus le contrôle de sa propre banque. Donc depuis, la FDIC a placé les fonds de la SVB dans une nouvelle banque, appelée la Deposit National Insurance Bank, à Santa Clara, et a garanti que les clients pourraient accéder à une partie de leur argent. Donc bon, on se dit qu'au final, c'est pas trop mal dans le sens où les fonds étaient assurés. Cependant, les fonds sont assurés en effet par la FDIC à hauteur de 250 000 $ par compte. Je sais pas si tu te rends compte, mais dans une économie globale, quand on parle d'entreprise, 250 000 $, c'est rien. Pour te donner une idée, un des clients de cette banque était la société Roku, qui avait 487 millions de dollars dans la banque. Et donc, comme je te dis, ils sont assurés à hauteur de 250 000 $. On a aussi BlockFi, par exemple, que tu connais peut-être, qui, elle, avait 227 millions de dollars dans cette banque. On a aussi Roblox, par exemple. Il y a plus de 150 millions de dollars de réserves de cash dans cette banque. Donc bref, l'espoir
pouvoir un petit peu de ces sociétés, c'est de trouver un acheteur qui veut bien reprendre les actifs de la SVB, parce que le gouvernement américain a bien dit que cette fois-ci, il n'allait pas bail-out cette banque, comme ils ont pu le faire par exemple en 2008. Donc maintenant, tu peux imaginer que l'effondrement de la SVB a naturellement suscité des nouvelles craintes quant à la santé du système bancaire dans sa globalité. Mais je pense personnellement que les banques sont en bien meilleure santé qu'elles ne l'étaient en 2008. Les autres banques ne se trouvent pas vraiment dans la même situation que la SVB. Je pense que la SVB est un cas assez spécifique car c'était une banque qui était extrêmement exposée à une clientèle à forte croissance mais qui ont aussi besoin d'énormément de cash pour pouvoir tourner. Donc personnellement, je pense pas que ça soit un problème systémique sur le système bancaire dans sa globalité comme ça l'était en 2008 avec les mortgage-backed securities. Alors maintenant que tu sais tout ça, je veux que tu ailles chercher plus loin que le bout de ton nez. Très bien, on a ces informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la politique monétaire américaine? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du pricing, de l'évolution de différents actifs? Alors, premièrement, au niveau de la politique monétaire américaine, donc la décision des taux d'intérêt de la Federal Reserve, je pense vraiment que l'effondrement de la SVB a vraiment souligné l'impact des hausses de taux d'intérêt aussi agressives et les pressions que celles-ci exercent sur certaines parties de l'économie. Et donc justement, la semaine dernière, avant l'effondrement de la SVB, beaucoup d'investisseurs et de traders et moi-même s'attendaient à une hausse de 50 points par Jérôme Powell, par le président de la Federal Reserve, pour le mois de mars. Maintenant, si tu te mets dans la tête de la Federal Reserve, est-ce que tu le penses qu'ils vont faire une hausse de taux d'intérêt de 50 points juste après un effondrement bancaire? Bah peut-être pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi les probabilités d'une hausse de seulement 25 points, voire même de aucune hausse, a vraiment pris de la valeur. Je vais d'ailleurs te montrer ça sur l'ordi. Alors comme tu vois ici, on est sur le CME FedWatch Tool qui va donc nous donner les probabilités des hausses de taux d'intérêt de la Fed en regardant les money markets, etc. Si on regarde à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc au moment où je fais cette vidéo, comme je te disais, on est le lundi 13 mars. Les probabilités pour qu'il y ait aucune hausse de taux d'intérêt à la prochaine réunion qui est le 22 mars est de 35%. Maintenant, les probabilités pour qu'il y ait une hausse de 25 points, elle est de 65%. Et comme tu peux voir, la probabilité qu'il y ait une hausse de 50 points est de 0. Alors qu'on regarde il y a un jour avant, donc le 10, parce que comme tu sais, on est le lundi, donc le jour d'avant ouvert sur les marchés, c'était le vendredi. Bah là, tu vois que la probabilité qu'il n'y ait aucune hausse de taux d'intérêt était littéralement à 0. Donc là, tu vois l'impact que cette faillite bancaire a sur le potentiel de politique monétaire future. Tu vois même que vendredi dernier, la probabilité d'une hausse de 50 points était à 40%. Et si on le regarde mercredi, je crois que c'était, on était au-dessus des 50% si je me souviens bien. Là, on l'a pas sur le data. Donc j'espère que tu te rends compte qu'à la suite de cet événement, qui est donc la faillite de la SVB, on a pu se mettre dans la tête de la Fed, se mettre à leur place et en quelque sorte anticiper leur prochain mouvement pour nous, en tant que traders, nous placer évidemment sur les bons leviers et sur les bons actifs. De la même manière, je veux maintenant que tu te poses cette même question et que tu te mettes cette fois-ci dans la peau d'un investisseur. C'est un investisseur qui a peut-être des actions, de l'IMO, des trucs, de ce que tu veux, qui a de l'argent en banque et qui voit qu'une grosse banque aux États-Unis, la 16e plus grosse banque des États-Unis, littéralement, a fait faillite. Bon, qu'est-ce que tu te dis si tu te mets dans leur tête? Bah, ils pensent probablement que leur argent est peut-être pas si sûr que ça, si sécurisé que ça dans les banques et qu'il faudrait peut-être sortir un peu de cash et le diversifier dans des actifs qui, pour eux, leur paraissent safe dans le cas d'un effondrement bancaire. Encore une fois, tu te mets dans leur tête, quels seraient ces actifs? Assez simple. Premier, Bitcoin. Évidemment, on est sur la blockchain. On n'est plus sur de la monnaie fiat. On est sur une crypto-monnaie qui a d'autres promesses, qui n'est pas contrôlée par une banque, qui n'est pas détenue par une personne tierce, que tu peux littéralement avoir avec toi. Donc ça serait le premier actif potentiel qui pourrait évidemment prendre de la valeur de par cet événement si on se met dans la tête des investisseurs. Maintenant, l'autre actif, l'autre investissement qui est l'or. Encore une fois, si les personnes ont peur et pensent que leur argent n'est pas si sûr dans la banque, bah, peut-être qu'avoir des lingots d'or à la maison ou dans un coffre-fort ou des pièces d'or, ça serait une meilleure option. Donc encore une fois, en te mettant dans la tête des investisseurs, tu peux imaginer ce qu'ils vont faire. Et en sachant ce que les autres participants du marché vont faire, bah, tu peux trouver des opportunités et tu peux te placer. Donc maintenant, allons voir ça ensemble. Bitcoin. Donc là, on est lundi, sur la journée, 8,35%. On va aller sur du 1 heure, tu peux voir énorme hausse qui a commencé le vendredi. Tout ce week-end, alors que le marché boursier était fermé, le Bitcoin, lui, a pris énormément de valeur. Depuis vendredi, sur les lows jusqu'à maintenant, on est à plus de 20%. Et là encore, il y aurait tellement de traders qui diraient « Oh, le Bitcoin a pris énormément de valeur, je sais pas pourquoi. » Réfléchis ce que les autres personnes font et place-toi, exécute tes positions justement en fonction de la psychologie des marchés global. On en revient toujours à la même chose, mais le métier de trader, il y a un énorme aspect psychologique et pas seulement ses émotions personnelles, savoir gérer sa psychologie, non, aussi la lecture des autres participants du marché et savoir
voir plus ou moins ce que pensent les gens. Donc ça, c'est le Bitcoin. Maintenant, si on va voir l'or, comme c'est bizarre, on voit aussi une hausse très violente de l'or, d'accord? Donc littéralement, ça c'était mardi. Mercredi, donc ça c'est quand on a commencé à avoir l'annonce justement de la SVB sur le fait qu'il voulait lever 2,25 milliards de dollars. Puis jeudi, puis vendredi, comme tu peux voir, bah là c'est vraiment où les choses commencent à se gâter. Et là, on est à plus de 4% pour l'or. Évidemment, comme tu sais, l'or c'est un marché qui est bien moins volatile que les cryptos de manière générale, ce qui donc explique qu'on voit une hausse de seulement 4% par rapport à 20% sur le Bitcoin. Mais encore une fois, ça ne change rien. C'est vraiment le fait de comprendre ce que les autres personnes vont faire et pouvoir se placer justement dans ces directions-là. Donc sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. J'espère aussi que ce décor un petit peu rouge, parce qu'on parle de faillite, on parle de crise, t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si t'as quoi que ce soit comme question, mets-la dans les commentaires, je lirai tous les commentaires, j'y répondrai. Si tu veux voir d'autres vidéos sur le sujet de la finance, l'investissement, le trading, tu peux checker ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo une fois par semaine. Ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes, mettre les likes, le machin, les trucs. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.